avec le professeur Tonkara Dionguina, donc de la faculté de droit de l'Université de Bamako, Mali, donc, qui va nous présenter une communication intitulée donc la nécessaire adaptation du droit aux faits, je suppose par rapport donc au RTS. La parole est à vous. Bon, moi je prends un peu le train en cours de route parce que je remplace pied levé un collègue, le directeur national du travail. Lui étant indisponible, je le remplace au pied levé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, on vous suit. Oui. Je remplace Fassimo Koulibaly étant empêché. J'ai eu donc peu de temps pour préparer ma communication. On est ravis de vous avoir avec vous. Voilà. Qu'à cela me tienne. Oui. Bon, ma communication s'intitule sur la nécessaire adaptation du droit au fait. Je vous avoue qu'en écoutant ma collègue camerounaise, est-ce que ma communication a encore la signification? Parce qu'elle a dit tout ce que je devais dire. Parce que c'est les mêmes problématiques qui se posent de part et d'autre. Comme je dois faire une communication, je dois m'évertuer à tenir la parole pendant les 30 minutes. Bon, en ce qui concerne le Mali, les risques psychosociaux sont une réalité. C'est une réalité intangible. Ça se passe dans la vie de tous les jours. Tous les jours, les travailleurs sont confrontés à ces risques. C'est pourquoi ma communication va s'articuler autour de 3 points. 3 points. D'abord, je vais faire l'état des lieux. Comment les risques psychosociaux sont vécus de façon quotidienne. Dans un premier temps, ça sera l'état des lieux. Dans un second temps, comment le droit positif malien appréhende-t-il la question des LPS? Comment le droit positif malien appréhende cette question? Et en troisième lieu, je vais poser les balises, c'est-à-dire les perspectives. Quelles sont les perspectives qui s'offrent à nous? Donc, ma communication axée sur 3 points. D'abord, l'état des lieux. L'état des lieux d'abord. Au Mali, comme dans tous les pays de l'Afrique noire francophone, comme l'a si bien dit ma collègue de l'université de Douala, les risques psychosociaux sont une vraie réalité. Une réalité qui se passe quotidiennement. Pour appuyer ma démonstration, je vais m'appuyer sur des exemples. Des exemples qui témoignent de la réalité des RPS au Mali. C'est le secteur informel et puis celui des mines, le secteur des mines. Dans le secteur informel, il y a un domaine bien particulier qui cristallise les LPS. C'est celui des servantes, des aides à domicile. Les servantes, c'est les jeunes filles qui viennent travailler dans les maisons, qui sont payées à la fin du mois. Mais ces servantes, je vous avoue qu'ils travaillent 12 heures, 14 heures par jour. 12 heures, 14 heures par jour, et elles font l'objet de toutes sortes de primaires, des insultes, des coulibés, et même de la violence physique. Ne serait-ce qu'il y a 3 mois, la presse malienne faisait état d'un cas emblématique. Une aide ménagère qui a fait l'objet de primates, d'insultes à longueur de journée, et cette domestique a eu le mauvais réflexe de se rendre justice. En se rendant justice, elle a tué à coups de pilon
sa patronne. Quand elle a été arrêtée par la police, elle disait, pourquoi vous avez posé cet acte? Elle dit, ça fait 3 mois ou 4 mois, je suis l'objet de toutes sortes de colibés, de toutes sortes d'insultes, à longueur de journée. Elle ne me donne même pas à manger, et chaque fois, c'est les mêmes insultes, les mêmes colibés. Et tout dernièrement, elle m'a même accusé de vol d'argent. Elle dit que j'ai volé 300 000 francs CFA, alors que je n'ai pas commis ce vol. Et comme elle a cristallisé toutes sortes de brimades, et elle s'est rendue justice, et elle donna la mort à sa patronne à coups de pilon. Vous voyez que la problématique des RPS est très prégnante dans la société malienne, que ce soit dans les secteurs formels ou dans les secteurs informels. C'est une problématique qui se vit du jour au jour. Et dans les secteurs des mines aussi, on assiste à l'émergence des RPS. Les secteurs des mines, où récemment, le 2 juin dernier, un travailleur s'est suicidé sur son lit de travail. La presse malienne aussi a fait écho et se suicide. Et jusqu'à présent, on n'arrive pas à savoir si ce suicide est lié au RPS ou à une autre situation. Mais dans le secteur des mines, il y a un fait, une situation qui est là, où les travailleurs sont stressés, où on leur demande de travailler et d'atteindre des objectifs irraisonnables. Ils travaillent 12 heures par jour, souvent avec 20 minutes de pause, et on leur demande aussi d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Je crois que ces salariés étaient butés à cette situation-là. Ils étaient vraiment au bout du boulot et ils n'en pouvaient plus. Il s'est donné la mort sur son lieu de travail. On peut faire le corollaire entre cette situation et ce qui s'est passé en France dans un passé récent, à France Télécom, où les suicides étaient devenus, les suicides étaient régulés. Le secteur des mines, il est confronté à un SRAS. Et les salariés, à travers les syndicats, ne font que se plaindre de cette situation. Ils disent qu'ils sont sous pression matin, midi, soir pour atteindre des objectifs déraisonnables. C'est pour vous dire que dans la réalité de tous les jours, on vit les RPS, on vit les risques psychosociaux. Et en élargissant un peu le débat, en faisant un peu de droit comparé, on peut se demander, est-ce que certains législateurs africains, il s'agit des pays de l'Afrique noire francophone, n'organisent pas les risques psychosociaux? Est-ce que certaines législations de travail en Afrique noire francophone ne sont pas à la base même des risques psychosociaux? Je m'explique. Au lieu que les législateurs fassent tout pour empêcher ou pour prévenir les risques psychosociaux, certains législateurs sont à l'origine même de ces RPS. Il y a un exemple. Tout récemment, en 2017, le législateur béninois a modifié le code du travail de ce pays. Au nom de la flexibilité ou au nom de la flexi-sécurité, il faut adapter le droit du travail à son environnement. Et le législateur béninois a modifié le corpus normatif applicable en droit du travail. Et l'une des mesures phares de cette modification a été d'instaurer un CDD et renouvelable de façon indéfinie. Ça veut dire quoi?
le législateur béninois a modifié sa législation sur les contrats de travail à durée déterminée. Autrefois, on pouvait renouveler le contrat de travail qui est 2 fois maximum. Mais avec la réforme de 2017, le législateur béninois dit qu'on peut renouveler de façon indéfinie le contrat de travail à durée déterminée. La question qui se pose, est-ce que le législateur, en autorisant le principe du renouvellement illimité du contrat de travail, est-ce que le législateur béninois lui-même n'organise pas ou n'encourage pas les risques fiscaux sociaux? Parce qu'étant donné que les salariés, il est dans une situation de précarité permanente. Parce que, au lieu d'avoir un CDI à la fin des CDD, il peut être engagé de façon irrégulière par un contrat de travail à durée déterminée. C'est pourquoi on peut s'interroger sur les conséquences de cette réforme sur la santé psychique et mentale des travailleurs. Et certains syndicats béninois ont pointé ce problème-là. Ils disent que c'est les législateurs maintenant qui organisent, qui fragilisent la santé psychique des salariés. Parce que la précarité peut être un facteur important des risques psychosociaux. Parce qu'un salarié qui peut être renvoyé à tout moment ou qui est dans une situation de précarité permanente, est-ce que sur le plan mental, il peut être un bon travailleur? Il ne peut pas être productif parce qu'il lui manque quelque chose, il lui manque la stabilité. Parce que le droit du travail, le contrat de droit commun, c'est le contrat de travail à durée indéterminée. Sauf que les législateurs, pas que les législateurs béninois, les législateurs maliens, ivoiriens, sénégalais se sont lancés dans la même perspective. Il faut précariser l'emploi. On dit, pour résorber le chômage, il faut créer des emplois précaires. Le travail intérimaire, le travail de CDD renouvelé indéfiniment, au nom de la préservation de l'emploi ou au nom pour favoriser les embauches, il faut précariser l'emploi. En précarisant l'emploi, la conséquence, c'est que les salariés peuvent être affectés sur le plan psychique. Et un autre exemple, en droit au Mali, avec la crise liée au Covid, on a vu que dans certains secteurs, il y a eu des dépressions, notamment dans le secteur hôtelier. Et le secteur hôtelier au Mali a été la grande victime de cette crise, de cette pandémie mondiale. Et les travailleurs de ces secteurs ont été mis au chômage. Mis au chômage, et vous savez mieux que moi que dans les pays de l'Afrique nord francophone, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme social. Il n'y a pas de chômage technique et rémunéré. Les salariés, quand il est au chômage technique, ils ne perçoivent aucune rémunération. Aucune rémunération. Du coup, ces salariés ont fait des dépressions. La presse malienne a fait état de ces cas. Des salariés qui étaient au bord de la rupture physique et mentale. Et il y a eu des mouvements de grève, mais comme il n'y a pas de mécanismes sociaux pour compenser la perte de revenus, ils étaient sans salaire. Jusqu'à présent, c'était sans salaire. Et cette situation ne fait que défavoriser, ne fait que dégrader la santé mentale au travail. Santé mentale au travail qui doit être la condition nécessaire de toute politique publique. C'est pourquoi on se demande si le législateur n'organise pas lui-même
cet état de fait. Et dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne, on est confronté à ces situations. Comme l'a si bien dit la collègue camerounaise, c'est que en face de ces risques psychosociaux qui sont une réalité tangente, palpable, de façon quotidienne, comment les droits positifs appréhendent-ils cette situation? Le diagnostic fait au Cameroun peut être calqué sur celui du Mali. C'est la même réalité. Et on peut se demander au Mali si ce n'est pas une journée de non-droit. Pour répandre une expression chère au doyen camerounais, est-ce que les risques psychosociaux ne relèvent pas du non-droit, d'une journée de non-droit au Mali? Parce que quand on regarde la législation malienne, c'est les risques psychosociaux ne sont pas réglementés. Il n'y a aucune disposition relative aux risques psychosociaux. Si la législation malienne et la législation des pays de l'Afrique noire francophone, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Niger, traitent la santé physique, les accidents de travail, les maladies professionnelles, mais il n'y a aucune référence, aucune occurrence consacrée aux risques psychosociaux. Excusez-moi, vous interrompre, vous avez encore 10 minutes. Oui. Allez-y. Il n'y a aucune référence sur les risques psychosociaux. Du coup, comment les droits appréhendent-ils ces risques psychosociaux? C'est le vide total. C'est le vide total. Pour autant, est-ce qu'un salarié peut attaquer son employeur devant le juge pour se plaindre d'un des risques psychosociaux? C'est la question. C'est la question. Et la législation malienne étant muette sur la question, la législation béninoise, togolaise, sénégalaise sont aussi muettes sur la question. Est-ce qu'il faille réformer? C'est pourquoi il faut adapter nécessairement, impérativement, le droit au fait. Il faut que le droit, ici, la question du mythe, l'adaptation du droit au fait, ici, prend son sens à toute sa portée. Il faut faire évoluer le droit pour l'adapter aux exigences mondiales, aux standards internationaux. On ne peut pas s'accommoder de cette situation. En attendant, au Mali, il y a eu des tentatives de révision de la loi. Notamment, tout dernièrement, on voulait modifier pour prendre en compte les harcèlements sexuels. C'était dans un avant-projet sur la violence basée sur les genres. Mais malheureusement, cet avant-projet a été abandonné. Parce que le Haut Conseil islamique du Mali a estimé nécessaire que certaines dispositions, notamment sur l'excision, certaines dispositions étaient contraires aux valeurs sociétales du Mali. Et cet avant-projet a été abandonné. Malheureusement, sinon, le Mali voulait ratifier la convention de Maputo sur le harcèlement sexuel. Et le Haut Conseil islamique s'est opposé et l'avant-projet a été abandonné. Et en droit communautaire, le projet d'acte uniforme portant droit du travail dans l'espace OADA prévoit dans son article 7 et 8 les RPS, notamment les harcèlements moraux. Les harcèlements moraux au travail, c'est que le projet d'acte uniforme portant droit du travail dans l'espace OADA essaie de prendre la considération du problème du harcèlement moral au travail. Ça, c'est les perspectives communautaires, les droits à venir. Si
les appels maliens est n'est pas encouragé pour adopter certaines mesures protégeant les travailleurs, les droits communautaires essaient, mais sauf aussi que ces droits communautaires est aussi empêtré, parce que certains pays s'opposent à l'adoption du projet d'acte uniforme portant droit de travail dans l'espace Ouada. Parce que la toile de fond, est-ce que le droit de travail doit faire partie des matières qui relèvent du champ d'application des textes de Ouada? C'est la question qui se pose. Maintenant, par rapport, c'est le juge qui peut avoir la solution. Je crois que le juge a la solution des RPS au Mali. Quand bien même que ce n'est pas une matière légiférée où il y a absence de réglementation, qu'est-ce que le juge peut faire? Le juge peut faire quelque chose. Parce que dans le Code du travail du Mali, il y a une obligation générale de sécurité. L'employeur est tenu à une obligation de résultat en la matière. Il doit protéger la santé physique des salariés. Par extension, par forçage de cette obligation, on peut se demander si un salarié ne peut pas agir sur le fondement de cette obligation. On peut répondre par l'affirmative. Par l'affirmative, le salarié peut agir sur le fondement de l'obligation générale de sécurité qui impose sur les salariés. Mais là aussi, il y a un problème. Comme l'a si bien dit la collègue du Cameroun, c'est que est-ce que les salariés qui retrouvent la réunion de subordination est enclin à exercer, à attraire son employeur devant le juge? Professeur Tantara, s'il vous plaît, je vous demande donc de conclure parce qu'il vous reste que 4 minutes. Oui. Est-ce que le salarié peut attraire son employeur, étant donné qu'il est en position de faiblesse? C'est pourquoi il y a plus d'actions en justice exercées par les salariés contre l'employeur au moment de l'exécution du contrat de travail. Si le salarié est défaillant, qui peut intenter cette action? C'est les organisations syndicales. Est-ce qu'il ne faut pas, sur ce plan aussi, explorer la piste de l'action en substitution syndicale? C'est parce que les saluts viendraient des syndicats. Les syndicats peuvent se substituer aux salariés. Parce que les salariés étant défaillants, on doit permettre aux organisations syndicales d'attraire les employeurs pour une relation des mesures d'hygiène, de sécurité qui engloberaient des mesures concernant la santé psychique et mentale des salariés. Monsieur l'organisateur, comme le temps est imparti, je crois que ma communication va s'arrêter là. Je vous prie de vouloir m'excuser de la qualité de l'intervention. Je vous en prie. J'ai pu Une très bonne intervention. Très intéressant. Merci, monsieur le modérateur. Merci beaucoup, monsieur Tantara, pour cette riche communication.